C'est la session explicabilité. Et donc, je vais appeler la première présentatrice, qui est donc Élodie Escriva. Hein? C'est pas ce slide. Arnaud. Oui, vas-y. Donc, tu as 10 minutes, puisque c'est un article qui a déjà été publié dans une conférence ou une revue internationale. Attends, on va voir. Comment on peut savoir si les externes nous entendent? C'est la régie qui gère. OK, bien. Ben, on y va. Dans le contexte actuel, dans de nombreux domaines, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée et plébiscitée pour résoudre des problèmes à fort volume de données. Une des problématiques qui est rencontrée dans des domaines surtout critiques, c'est l'absence de transparence des boîtes noires et des modèles et le problème de compréhension des prises de décision par les modèles. Je m'appelle Élodie Escriva, je travaille à l'IRIT, à Toulouse, et je suis en thèse CIFRE dans l'entreprise Caduceo. Je suis encadrée par Julien Aligon et je vais vous présenter nos travaux sur une méthode, une nouvelle approche coalitionnelle pour une explication des prédictions individuelles. Donc, notre objectif a été, comme je l'ai expliqué précédemment, de résoudre des problématiques actuelles sur l'utilisation des modèles de machine learning dans des domaines comme la santé ou la sécurité. Et nous nous sommes principalement basés sur des explications locales additives, dont je vais vous montrer un exemple en suivant. Une des méthodes majoritaires dans ce domaine-là sont les valeurs de Shapley, et qui sont basées sur la théorie des jeux, dont je vais vous présenter un exemple tout de suite. Donc, la théorie des jeux collaboratifs, c'est le principe que plusieurs joueurs ensemble vont apporter un gain, qui peut être du coup dans les modèles de machine learning la prédiction. Et on peut réattribuer à chaque joueur une part du gain, l'influence qu'il aura eu sur le gain. Donc, si on prend un exemple sur la prédiction des prix d'un appartement, si on a un appartement qui est situé proche d'un parc de 50 mètres carrés et qui autorise la présence d'animaux, on peut par exemple avoir un appartement à 150 000 €. Maintenant, si on enlève la possibilité d'avoir des animaux, on peut se retrouver avec un appartement qui perd en valeur, qui perd 20 000 € de valeur et qui se retrouve à 130 000 €. Le principe des valeurs de Shapley est alors de calculer l'impact de l'autorisation ou de l'interdiction d'avoir des animaux sur chacune des coalitions d'attributs, donc un parc, la taille de l'appartement, pour calculer l'influence de pouvoir avoir ou non des animaux. Dans le cas des explications locales additives, on peut se retrouver avec ce genre de schéma où on va avoir pour chaque attribut, au final, une moyenne des interactions et des influences de chaque attribut pour un appartement donné, avec par exemple une taille et la présence d'un parc qui va augmenter le prix d'un appartement, alors que la présence des animaux va baisser ou augmenter le prix de l'appartement. Donc, sur cette base-là, une des majeures problématiques avec les valeurs de Shapley sont que, en fonction du nombre d'attributs, on a une complexité qui est exponentielle et de longs temps de calcul. Une première méthode qui a été proposée est SHAP, avec une méthode agnostique qui peut s'appliquer à n'importe quel modèle de machine learning, et des variantes spécifiques, comme par exemple spécifiquement pour les arbres de décision. Cependant, elle reste longue à calculer et elle se base sur des hypothèses restrictives comme l'indépendance des attributs, ce qui est un frein à son utilisation. Une autre approximation des valeurs de Shapley a été la méthode CADEPS, qui approxime les valeurs de Shapley en ne prenant seulement les groupes d'attributs qui ont une taille inférieure à K. Une des problématiques est alors que le choix des groupes est arbitraire, et c'est là qu'intervient notre proposition de méthode coalitionnelle, que je vais vous présenter et qui a déjà été publiée dans un article à Information System Frontier. La stratégie coalitionnelle se déroule en 2 étapes. Donc, tout d'abord, nous allons créer des coalitions d'attributs en se basant sur les jeux de données d'entraînement. Et nous nous sommes inspirés des méthodes issues de la sélection d'attributs, comme PCA, VIF ou les corrélations de Sperman. Sur cette méthode-là, sur cette partie-là, nous avons également un paramètre de complexité qui va permettre de réguler la taille des groupes et soit d'augmenter la précision, soit d'augmenter la vitesse d'exécution.
Une fois que nos groupes sont créés, on les injecte dans les valeurs de Shapley pour approximer les valeurs de Shapley et en adaptant la pénalisation pour s'adapter au fait que maintenant, certains attributs peuvent être présents dans plusieurs coalitions et dans plusieurs sous-groupes d'attributs. On se retrouve alors avec des explications locales où pour chaque instance du dataset, on va avoir l'influence de chaque attribut sur la prédiction faite par le modèle. En termes d'expérimentation, nous nous sommes basés sur 243 jeux de données disponibles sur la plateforme OpenML, dont vous avez les caractéristiques dans le tableau. Nous avons utilisé uniquement des datasets ayant moins de 9 attributs pour contrer les problèmes de complexité et de temps de calcul de la méthode complète des valeurs de Shapley. Nous avons utilisé comme modèle des random forest et des modèles SVM avec les implémentations scikit-learn. Et comme base de référence, nous avons utilisé la méthode complète, soit les valeurs de Shapley. Notre objectif était de pouvoir comparer entre elles les différentes approches coalitionnelles, mais aussi de comparer ces méthodes à la littérature, soit la CADEPS et SHAP. En termes de métriques, nous avons utilisé le temps de calcul par instance pour éliminer la variabilité due à des nombres très fluctuants d'instances par dataset, et aussi la précision par rapport à la méthode complète. En termes de résultats, donc, nous avons créé des cartes de performance où nous pouvons corréler le temps d'exécution que nous avons normalisé par rapport à la complète, donc sur l'axe des abscisses. Et en ordonnée, vous avez l'erreur par rapport à la complète. Et donc, ça crée une carte de performance où on peut visualiser chacune des méthodes coalitionnelles, par exemple sur ce graphique-là. Et donc, un point, on va dire, optimal serait un point en bas à gauche, puisqu'il aurait un temps presque nul avec une erreur presque nulle. Donc, si on trace une droite à peu près à travers les méthodes, on peut voir que les méthodes qui sortent du lot sont notamment la méthode Spearman, notamment avec une complexité de 25%, ce qui est assez logique puisque Spearman va calculer les corrélations et l'interdépendance des attributs par paire. Donc, on pense qu'il capte plus d'informations et plus de corrélations entre attributs que les autres méthodes. On peut aussi voir que PCA a des bons résultats avec des temps souvent plus longs que Spearman. Ce sont ces deux méthodes-là que nous avons conservées ensuite pour comparer par rapport aux méthodes de la littérature. Donc, notamment voilà, avec Spearman 25% et PCA 25% et Spearman 50% qui nous paraissent les méthodes les plus appropriées. Quand nous comparons avec la littérature, nous nous sommes retrouvés face à un problème, c'est que kernel SHAP est une méthode qui s'est retrouvée être très longue et, par exemple, comme on peut le voir sur le graphique, qui écrase totalement les résultats de toutes les autres méthodes sur la gauche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé cette méthode-là. Le problème, c'est que l'équivalent de SHAP spécifique aux arbres de décision s'est retrouvé également être une méthode très longue, avec un temps 2 fois supérieur à celui de la complète, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Et on peut voir de l'autre côté, sur la gauche, que les méthodes coalitionnelles ont des résultats similaires aux méthodes CADEPS, mais en ayant souvent des erreurs un peu plus réduites ou des temps de calcul un peu plus réduits. Et vous pourrez retrouver plus d'explications des différences entre les CADEPS et les coalitionnels et l'intérêt des coalitionnels dans ce cadre-là, dans l'article long. En termes de perspectives, une des premières perspectives que nous avions après ce papier, c'était l'étude approfondie des méthodes additives et une proposition des guidelines pour leur utilisation, pour savoir dans quel cas préférer quelle méthode. Nous avons un article qui a été accepté à DOLAB 2022 conjointement avec le laboratoire Restore. Il y a aussi une grosse problématique en perspective sur le passage à l'échelle et dans le contexte du big data, où il y a des volumes de données qui sont beaucoup plus importants et des nombres d'attributs qui sont beaucoup plus importants, qu'il faudra essayer de résoudre. Et deux autres points sur lesquels nous voulons nous focaliser, c'est également les tests utilisateurs, afin de montrer l'intérêt des explications et leur impact positif auprès des utilisateurs et dans l'intérêt du processus de prise de décision. Et enfin, nous aimerions prendre en compte le contexte d'application de ces explications et des modèles de machine learning pour essayer d'adapter véritablement les explications aux utilisateurs finaux, pour essayer d'améliorer ces explications et de créer des larges tests utilisateurs afin de prouver l'efficacité de ces méthodes-là dans des contextes réels. Merci pour votre attention. Merci.
Alors déjà, je te remercie d'avoir tenu les temps. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, je ne sais pas si on voit les questions sur Internet. Enfin, en visio, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Excusez-moi. Donc, moi, j'en aurais une, mais alors, je suis un peu naïf dans ce genre de choses, donc tu as le droit de me le dire si ma question est stupide. Tu as juste à un moment donné, et c'était ma question initiale, et puis tu y as répondu de façon un tout petit peu détournée sur le fait que moi, ça me paraissait assez normal que c'est plutôt des combinaisons d'attributs qui soient déterminants. On n'achète pas un appartement juste parce qu'il est plus grand, s'il est mal situé, s'il est mal, etc. Donc j'aimerais savoir si dans ces études-là, on peut aller à plus que 2 éléments. Et ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, si je peux me permettre tout de suite, comme ça tu réponds en vrac, c'est qu'on cherche souvent aussi ce qu'on appelle un peu les signaux faibles, c'est-à-dire les trucs qui rendent un bien un petit peu exceptionnel, un petit peu différent des autres. Et donc j'aimerais savoir si... Parce que là, ça a l'air quand même d'être... On cherche les grandes tendances, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi chercher les petits trucs qui font finalement l'intérêt? Alors, pour la première question, en fait, avec l'approche coalitionnelle, du coup, on peut créer des groupes d'attributs qui sont soit corrélés entre eux, soit au contraire décorrélés entre eux pour éviter une redondance des informations. L'objectif, c'est qu'on n'est pas, avec l'algorithme de création des coalitions, même si on peut calculer, par exemple, avec Spearman, les corrélations par paire, on ne se limite pas à des groupes d'attributs qui ont seulement 2 attributs à l'intérieur du groupe. Donc, on peut créer des coalitions plus larges et étudier du coup l'influence de ces attributs entre eux sur la prédiction. Donc c'est le premier point. Je ne sais pas si je réponds à la question. C'était à peu près ça. Bon, pas tout à fait. Et pour la deuxième partie, en fait, après, de savoir si on va réussir à repérer les éléments caractéristiques d'un attribut, enfin d'une instance par rapport à une autre. En fait, ça va vraiment aussi dépendre des méthodes utilisées. Parfois, certaines méthodes vont favoriser les attributs les plus importants et au contraire diminuer l'importance des attributs ayant une moins grande importance. Et des fois, on va avoir des distributions beaucoup plus homogènes entre les attributs et où on peut justement aller chercher entre 2 instances très similaires, justement les différences si les prédictions sont différentes. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend l'exemple des appartements, si on a 2 appartements qui sont assez similaires en termes de caractéristiques, mais qui ont un prix très différent, on va pouvoir regarder avec leurs influences, l'influence des attributs sur ces appartements-là. Peut-être que par exemple, il y en a un qui va être plus proche du centre ou qui va avoir une meilleure distribution autour de l'appartement en termes de réseau urbain, de bus, de métro. Et on va pouvoir aller chercher sur les attributs peut-être les plus faibles en termes d'influence. Et ce sont peut-être eux, au final, qui vont prendre le dessus par rapport à des attributs plus grands. Et ça, du coup, ça va être des comparaisons 2 à 2 d'instances à l'intérieur d'un dataset pour essayer de comprendre les différences de prédiction. D'accord, oui. C'est un peu ce que j'allais dire aussi. C'était encore la suite de ma question. C'était que, quelque part, quand on prend un appartement, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Oui, là, c'était un exemple assez naïf pour présenter le sujet. Mais c'est vrai que souvent, sur les datasets, on a beaucoup plus d'attributs, beaucoup plus de facteurs qui influent sur la prédiction. Je suis désolé, je monopolise et j'oublie de regarder le public. A-t-il toujours pas de questions? Ah. Merci pour l'exposé. En fait, juste une simple question, c'est que la méthode par coalition, ça laisse entendre que c'est une méthode itérative ou pas du tout. Je n'ai pas très bien... Itérative dans la recherche de coalition ou après pour l'application? Oui, alors... Ouais. En fait, ce qui se passe, par exemple, si on prend l'exemple de Spearman, c'est qu'en fait, on va calculer directement toutes les corrélations entre les attributs et après voir avec un seuil, en fait, si on considère que la corrélation est assez forte ou assez faible pour pouvoir mettre les attributs ensemble. Donc, c'est vrai que c'est une méthode qui est itérative, qui prend un peu de temps, mais on voit que même avec cette méthode itérative-là, on arrive à avoir des résultats en termes de temps qui sont meilleurs que d'autres méthodes qui n'implémentent pas ces solutions itératives. Donc ça peut être une piste de progression aussi, d'essayer d'améliorer les algorithmes de sélection de coalition pour essayer de réduire le temps global de la méthode. Mais pour l'instant, oui, c'est une méthode itérative de création des groupes. Et au niveau du passage à l'échelle, comment vous pouvez l'adapter? Alors, pour l'instant, on a surtout la méthode avec le paramètre de complexité qui nous permet en fait de définir si on veut
sur la totalité des sous-groupes que nous allons traiter avec les valeurs de Shapley, si on veut une grande proportion du nombre total de sous-groupes possibles entre les attributs ou non. Et en fait, ça permet plus ou moins d'accélérer les méthodes, même avec un grand nombre d'attributs, puisqu'on va sélectionner seulement vraiment les groupes les plus pertinents et vraiment des petits sous-ensembles de groupes pour essayer en fait que même si on ait un grand nombre d'attributs dans le dataset, en fait, au final, cela n'impacte pas les résultats du modèle d'explicabilité, puisqu'on sélectionne seulement les groupes d'attributs les plus pertinents. Excusez-moi. Y a-t-il encore des questions? Moi, j'en aurais encore, mais malheureusement, on n'a plus le temps. Donc, on se verra à la pause café, éventuellement. Encore une question? Petite, rapide? Non? Ben, merci. Est-ce que mon GNN capture vraiment exploration des représentations internes d'un GNN? Bon, je vous l'ai dit en français, mais c'était écrit en anglais, là, derrière moi. Tu peux y aller. Ouais. Bonjour. Je vais vous présenter donc... on va essayer de voir comment comprendre ce que capture un GNN en regardant ses couches internes. Donc, c'est travaux qu'on a effectués avec Ataola Kamal, Stéphane Dufner, Marc Planteville et Céline Robardet. Donc, vous l'aurez sans doute remarqué, mais les réseaux de neurones profonds marchent plutôt bien en ce moment. Et dès qu'on a des données, il y a quelqu'un qui va tôt ou tard essayer de les faire rentrer dans un réseau de neurones. Et les graphes ne font pas exception à ce principe. Et avec ces nouveaux modèles sur des graphes, donc qu'on appelle GNN, GCN, etc., il y a pas mal de variantes, naît une nécessité de les expliquer. Et donc on retrouve ici la plupart des méthodes connues telles que Lime, les valeurs de Shapley, des techniques à base d'informations mutuelles, etc., qui vont souvent générer donc des masques. Qui vont souvent générer des masques pour produire une explication. Cependant, ça peut mener à des petits problèmes d'interprétation et de compréhension pour l'utilisateur, notamment parce qu'on va avoir peut-être une corrélation sur nos données, sur notre modèle, mais on ne va pas forcément capter ce qu'observe notre modèle, puisqu'il a des représentations. Il y a certaines limitations de calcul qu'on va voir un peu plus tard, et on va essayer, nous, de prendre en compte cela. Deuxièmement, on a quelques méthodes d'explication de modèles et pas d'instances. Là-dessus, on a principalement XGNN qui va chercher à construire un graphe qui va aller cibler une des deux sorties, donc positive ou négative, dans le cas de classification binaire. Cependant, cette méthode est peut-être un peu simpliste au vu de certaines données complexes, et ne va pas forcément arriver à bien capturer des phénomènes divers qui vont amener à une classification. Donc la plupart des méthodes qu'on a observées du coup, gardent ce principe de boîte noire. Cependant, le GNN, c'est un peu un algorithme qui va varier avec l'entrée, plus qu'un réseau profond, un réseau convolutionnel qui va garder toujours la même forme du début à la fin. Là, dès qu'on a une autre entrée, on va avoir un autre flux de données. Et donc, on va essayer d'aller miner ces représentations, les représentations internes des couches cachées pour garder cette information et travailler dessus. Donc, l'idée aussi qu'on a, c'est d'arriver à voir donc, au travers des yeux de notre GNN pour en extraire de la connaissance. Si on a un modèle qui marche bien, on va pouvoir extraire de la connaissance, peut-être de la science, de notre modèle. Donc voici là une vue d'ensemble de ce qu'on a fait. Donc, à gauche, on a une représentation d'un GNN. Et j'ai l'impression que je ne suis pas consistant dans le son. Ça va? Ok. Et à droite, on a nos différentes étapes. Donc, peut-être ceux qui étaient en face ont vu 2-3 GNN ce matin. Il faut que tu le gardes. Ok. Ont vu 2-3 GNN ce matin et donc ont vu des différentes représentations. Je vais peut-être revenir dessus pour ceux qui n'en ont pas vu ou qui n'ont pas forcément bien compris. Donc chaque sommet se voit attribuer un vecteur
et on va le mettre à jour au fur et à mesure des couches. Donc pour le mettre à jour, on va agréger la valeur des vecteurs des voisins. Donc ça, c'est simplement une somme. Et ensuite, on va passer par une couche dense et une couche non linéaire. Et on passe à la couche suivante, et ainsi de suite. Nous, on va se caler au niveau entre deux couches. On va aller récupérer les feature vectors pour créer donc, ce qu'on appelle une matrice d'activation. Et à partir de cette matrice d'activation, on va créer des règles, donc des descripteurs sur ces vecteurs pour, qui vont nous donner des informations sur s'ils appartiennent plus à une classe qu'à l'autre. Ensuite, ça, on va pouvoir le réutiliser soit pour expliquer une instance, donc dire là, on a repéré un phénomène qui apparaît beaucoup dans la classe positive ou beaucoup dans la classe négative, ou alors on va essayer de faire de l'explication plus de modèles en donnant des prototypes des prototypes de graphes pour qui vont être associés du coup à chacune de ces règles d'activation. Pour la partie construction de règles d'activation, donc notre matrice d'activation, ça va être un vecteur binaire qui va nous dire si la composante est à droite ou à gauche de notre élu. Et ensuite, nos règles sont construites en cherchant à trouver donc des descripteurs. Donc on va regarder juste les colonnes. On va dire est-ce que la composante 3 et 8, par exemple, est activée. Et ça, on va le choisir en prenant la règle la plus informative. Une fois qu'on a trouvé donc, cette règle la plus informative, on l'ajoute dans notre connaissance, ici background knowledge, et on réitère la règle suivante la plus informative, sur la règle suivante la plus informative, jusqu'à ce que soit on n'arrive plus à trouver grand-chose de très informatif, soit qu'on ait épuisé, on ait créé un nombre de règles qui nous paraissent suffisants. Donc, ces règles, elles arrivent à bien décrire des fonctionnements internes sur notre GNN. Cependant, elles ne sont pas du tout interprétables pour un humain. Ça va juste être une série de coordonnées. Donc, on veut arriver à reconstruire des graphes qui vont aller spécifiquement activer ces règles. Donc, on pourrait essayer de remonter avec des approches type sous-graphe commun ou sous-graphe fréquent. Cependant, on a préféré utiliser donc un MCTS qui va aller générer des graphes qui vont activer ces règles en particulier. Donc, pour un MCTS, on a peut-être en premier lieu besoin d'une métrique, et ça a fait l'office d'une certaine attention. Donc, on a un sommet qui va avoir donc un feature vector dans nos couches cachées. Et donc, lui, on veut qu'il active une règle spécifique. Et donc, ce sommet, on a un graphe autour. On a un graphe autour qu'on va construire. Maintenant, quel type de feature vector on voudrait? Donc, nos règles, ça va être un ensemble d'indices. Donc, on va seulement contraindre là où il y a des 1, donc là où on est à droite au niveau du ReLU. Et là où on a des 0, là par exemple ici, c'est qu'on ne laisse aucune contrainte. Donc notre vecteur d'activation, si on arrivait à créer un vecteur d'activation qui activait toutes ces composantes, on activerait aussi toutes les règles et on n'aurait rien d'intéressant. Et au contraire, si on voudrait forcer à ne pas activer là où on a des 0, on aurait un vecteur d'activation qui serait peut-être trop spécifique, qui ne correspondrait soit à aucun graphe, ou soit à aucun graphe réaliste. Donc il faut arriver à jouer avec ça. C'est pour ça qu'on a proposé plusieurs métriques pour évaluer tout ça. Donc une première en similarité cosinus qui, elle, va aller contraindre les 0, avoir des valeurs faibles au niveau des 0. Une autre qu'on a appelé cross-entropie, qui elle va laisser les 0 libres, et une dernière intermédiaire qui va chercher à regarder l'ensemble de règles et qui va chercher à les contraindre là où on a le minimum de confusion avec d'autres règles, par exemple.
Ensuite, on doit quand même toujours ajouter un facteur de réalisme qui va être basé sur des statistiques sur le jeu de données pour arriver à générer un graphe qui ressemble un peu à notre jeu de données. Ensuite, notre recherche arborescente de Monte-Carlo. Donc, comme j'ai dit, on commence par notre sommet cible et on va lui ajouter des arêtes itérativement jusqu'à soit arriver à une condition de fin, soit que notre graphe soit suffisamment bon, et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de notre budget. On va passer maintenant aux expériences qu'on a fait. Donc, on s'est basé principalement sur des jeux de données moléculaires. Et on a quelques expériences donc, sur de l'explication d'instances et des expériences plus sur de l'explication de modèles. Pour de l'explication d'instances, donc on a voulu utiliser des métriques de fidélité et d'infidélité. Donc la fidélité, vous voulez regarder la différence de classification de votre modèle entre votre entrée et votre entrée privée de votre masque d'explication. L'infidélité, c'est un peu l'inverse. Vous voulez regarder la différence de classification entre votre donnée en entrée et uniquement le masque. Et donc on voudrait avoir une fidélité haute et une infidélité faible. Donc en haut, on a nos différentes variantes de méthodes. Donc la première, c'est directement nos règles d'activation. Donc on va aller retirer uniquement un sommet activé. Donc on va regarder la meilleure règle d'activation pour un graphe et on va retirer les nœuds qui sont activés. Donc c'est une politique qui est assez éparse et qui arrive à de très bons résultats en fidélité. Par contre, en infidélité, on va être beaucoup moins bon, ce qui est compréhensible puisqu'on a un seul nœud. Donc la classification d'un seul nœud va pas forcément être corrélée à la classification du graphe en entrée. C'est pour ça que la génération d'un graphe qui va aller viser notre règle d'activation va nous permettre de nous améliorer en infidélité et donc d'avoir un peu plus de sens dans notre explication. Au niveau de l'explication des explainers en modèle level, on a essayé de se dépêtrer avec le manque de méthode et aussi de se baser sur ce que l'on fait. Donc on a proposé donc une politique aléatoire qui va générer des graphes aléatoires comme baseline. Ensuite, on a une variante de GSpan pour les graphes discriminants. Donc on va aller cibler nos règles parce que on a vu un peu avant qu'on avait des bonnes règles. Donc on veut maintenant savoir, étant donné nos règles, est-ce qu'on arrive à générer des graphes qui sont performants. On a fait une variante donc, de XGNN qui va aller non plus cibler une classe, mais une règle. Et donc notre méthode, donc sur les mêmes, qui vont aller optimiser les mêmes métriques entre XGNN et notre méthode. On remarque que XGNN a du mal à se séparer de l'aléatoire et disent que GSpan est quand même plutôt bien. Donc la métrique, j'en ai pas parlé, c'est la norme L2 entre la règle d'activation sous une forme vectorisée et le plongement de notre sommet. Jusque-là, je ne vous avais pas montré beaucoup de graphes. Et donc on a quelques exemples donc, sur deux règles d'activation des différentes méthodes. Donc effectivement, on voit à droite XGNN qui, ici, ça me paraît clairement un problème de convergence de la méthode. Juste à côté, là, c'est des questions de réalisme de graphe. Le mécanisme de réalisme est différent entre notre méthode et XGNN, ce qui du coup amène des petits problèmes pour arriver à construire un graphe qui ressemble au jeu de données. Là, par exemple, pas besoin d'être un expert en chimie pour voir que des hydrogènes avec deux liaisons, ça n'existe pas. Et donc enfin, disque GSpan, qui est une méthode maison, et donc nos deux métriques sur notre méthode discern, donc les sommets en rouge sont les sommets sur lesquels on veut activer notre règle cible, et les autres, donc le graphe autour.
On voit donc que GSpan et Discern, en tout cas en cross-entropie, génèrent des graphes très proches. Donc c'est deux méthodes quand même qui ne sont pas du tout les mêmes. L'une qui va chercher des sous-graphes fréquents, l'autre qui va générer, donc amène ils arrivent tous les deux à conclure des choses assez similaires. Donc on est assez content. Maintenant, on aimerait arriver à être beaucoup plus sûr là-dessus sur toutes les règles et générer tout un ensemble de graphes prototypes pour chacune des règles qui puissent arriver à nous résumer notre modèle. Donc en conclusion, on arrivé à décrire le fonctionnement de notre GNN à travers des règles simples, un ensemble de règles assez simples qui arrivent à nous décrire des choses donc, sur son fonctionnement et donc si on retire par exemple les sommets qui sont activés par ces règles, on voit qu'on a un réel impact sur la classification de notre modèle. Ensuite, à partir de ces règles qui arrivent à décrire du coup leur fonctionnement interne, mais qui ne sont pas interprétables, on arrive à reconstruire des graphes à partir de ceci qui arrivent à bien cibler ces règles. Et enfin, pour l'avenir, on aimerait bien arriver à prendre des règles un peu plus complexes, notamment prendre plusieurs couches en même temps, observer certaines corrélations de règles dans les données pour arriver à cibler plus finement différents phénomènes et arriver vraiment à faire à découvrir retrouver des connaissances à partir de notre modèle et éventuellement ressortir de la science, découvrir par exemple des groupes fonctionnels de manière plus systématique dans nos modèles. Bien, merci de votre attention. Merci. Donc, y a-t-il des questions? Allez, les spécialistes du DIP, parce que alors, moi, c'est pas mon... Alors, je préviens tout de suite, je ne connais pas trop ce domaine-là, donc je risque de poser une question peut-être un peu peut-être à côté de la plaque, je ne sais pas. Mais en gros, si j'ai bien compris, la méthode d'explication, c'est d'abord de trouver des règles qui expliquent les matrices d'activation, donc les poids d'activation, et ensuite de trouver des graphes, des exemples en fait, qui correspondent à cette règle-là. Oui. Il s'agit donc d'exemples. Parce que je me posais la question, est-ce que vous avez essayé de regarder comment générer des exemples qui sont le plus divers possible pour justement peut-être voir mieux la règle, voir que c'est pas... pour regarder justement sur la diversité dans les exemples que vous générez pour expliquer une règle, par exemple. Oui, alors... L'un des intérêts aussi d'utiliser un MCTS, c'est que on a un meilleur graphe selon notre métrique, mais on a tout un arbre avec tout un ensemble de graphes qui sont hiérarchisés d'une certaine manière. Donc, on peut avoir on peut aller aussi refaire un peu de recherche dedans pour aller peut-être trouver d'autres métriques d'intérêt là-dedans. Ce que vous dites, c'est qu'on cherche dans un ensemble de graphes qui est assez restreint finalement, qui est assez prédéfini selon des... Non, pas spécialement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cette trace, on a en exécution tout cet ensemble, et donc on peut encore retravailler dessus. D'accord. Okay. Là, on regarde souvent le meilleur graphe, ou on regarde peut-être les 3 meilleurs des fois, parce que justement, il y a ces deux métriques qui vont donc de réalisme et d'activation qui peuvent se battre un peu, donc des fois être un peu meilleur dans l'un ou dans l'autre. D'accord, ok. Parce que justement, je me demandais peut-être que ce serait intéressant de regarder quelle est la similarité entre les représentations de ces graphes, donc la similarité au niveau global, pour essayer justement de donner des exemples un peu divers, parce qu'on a besoin quand j'ai besoin qu'on me donne des exemples de quelque chose. Ah oui, en fait, la similarité, on aimerait la dissimilarité entre ces graphes, on aimerait qu'elle soit ressortie au niveau des règles. D'accord, ok. On aimerait que les règles nous sortent des phénomènes qui soient différents et qu'une règle soit bien associée à un phénomène. Ok, mais je ne vais pas m'étendre, on en rediscutera après, mais c'est pas tout à fait. J'ai pas su expliquer ma question, je pense.
Merci pour l'exposé. J'ai une question peut-être un peu de détail, donc on verra après si c'est pertinent pour en discuter là. Si j'ai bien compris, les règles d'activation, il y a différentes façons d'évaluer leur intérêt. Et à un moment, tu as dit que vous utilisez l'intérêt subjectif, donc de subjective interestedness, tel le dit. Et en fait, je me suis posé la question comment ça fonctionnait dans le cadre de votre travail. C'est-à-dire ? En fait, quel est le prior, comment vous utilisez l'intérêt subjectif, si j'ai bien saisi que c'était ça qui était utilisé pour les règles d'activation. Bien, on commence par... donc on a notre matrice d'activation. Et là-dessus, on va commencer donc comme prior les distributions de l'activation de chacune des composantes sur nos vecteurs. Et la distribution aussi donc des classes de sortie de notre GNN. Et on va travailler avec ça. D'accord. Et donc les motifs retournés, ce sont donc les règles là, sur lesquelles est calculé l'intérêt. Oui. D'accord. Est-ce que cette méthode fonctionne avec n'importe quel type de GNN? Disons que j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un type de GNN par type de données aussi. Donc par exemple, tu vois, si tu prends en compte les arêtes, les types d'arêtes, donc est-ce que tu as un seul type de nœud ou pas, là où du coup il y aurait du travail un peu à fournir en plus pour là-dessus. On joue beaucoup sur le principe d'agrégation locale et donc d'ego network. C'est-à-dire que le calcul de ces règles, elles vont uniquement, l'embedding va être dépendant d'un sous-graphe qui est local à notre sommet. Et par exemple, un GNN récurrent, eh bien, au bout d'un moment, on va avoir en fait tout le graphe qui va être pris en compte. Donc on peut avoir des fois quelques petits problèmes à certaines étapes. Donc on peut peut-être passer outre, mais des problèmes de combinatoire ou de taille ou de nombre de graphes à observer. Ok, merci. Moi, j'en avais une dernière question, puis après on va conclure, à moins que quelqu'un en ait encore une. Tout au début, tu as dit on va extraire de la connaissance, et après tu en as pu parler. Est-ce que ces règles, ces morceaux de... Moi, si j'ai compris, à ce que j'ai compris, en fait, c'est des petits morceaux de GNN que tu extrais, c'est ça, ceux qui s'activent, les ensembles de neurones. Est-ce qu'on pourrait en faire des briques de Lego pour plus tard, en se disant, je veux ce type dans mes données, j'ai ce type de machin, donc je peux prendre ces petits morceaux de graphes et les combiner ensemble pour reformer un GNN qui serait exploitable sur mon nouveau jeu de données. Parce que si j'ai bien compris, ce que tu fais, c'est toujours avec le même jeu de données, tu vas l'expliquer, tu vas sortir des règles, et puis après, en gros, tu as fini avec ce jeu de données, mais tout ce que tu as fait sur ce graphe et sur ce jeu de données est entre guillemets perdu. Tu as des belles règles. J'ai un ensemble de graphes surtout. Oui, mais pour ce jeu de données, oui. Maintenant tu as un nouveau jeu de données qui, bien sûr, ressemble un petit peu. Est-ce que tu peux reprendre ces règles pour au moins commencer à avoir un réseau qui a des chances de fonctionner sur un jeu de données à peu près similaire, mais qui n'est pas le même? Excusez-moi, le masque. Parce que ce serait ça qui serait intéressant, l'explicabilité, c'est aussi d'extraire une information qu'on peut réutiliser, alors je ne dis même pas dans un autre domaine, mais au moins sur un autre jeu de données, tu rajoutes une classe, est-ce que du coup tu peux réutiliser tout ce que tu as trouvé, ou est-ce que c'est un one-shot? Bien, vu que ces règles d'activation sont dépendantes de l'embedding, si on est capable faut arriver à être capable que les embeddings projetés entre nos deux jeux de données, donc nos deux modèles, soient similaires en fait. Donc ça va dépendre peut-être de la méthode d'apprentissage sur ces nouvelles données. Par exemple, si on fait un certain type de transfer learning. Oui, en gros, c'était un peu cette idée-là, mais qui sont un petit peu plus... Je ne sais pas, par contre, si on peut arriver, ou alors à forcer à dire, là, on veut arriver dans l'apprentissage, on voudrait arriver dans l'apprentissage à forcer telle règle d'activation. Ça doit être possible. Après, quel effet ça va avoir aussi dans le modèle, parce que ajouter des contraintes, ça veut dire aussi qu'il peut se passer des choses ailleurs qu'on ne voit pas forcément.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai pas de réponse. De toute façon, moi, je suis vraiment pas spécialiste de ces trucs-là. Je crois que je l'ai dit au début. Donc, je te remercie et on va donc passer au suivant. Par contre, je suis resté jeune, hein, t'as vu? Donc, le prochain, je crois, est en visio, c'est ça, si je ne me trompe pas? Non? Ou alors il est là. Ça serait une approche basée sur les motifs graduels pour la recommandation dans un contexte de consommation répétée. Et ça serait Michael. Il est là ou il est en visio? En visio. Tu es en visio, d'accord. Donc on est en train de te connecter. Est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te plaît? D'accord. Tu arrives à partager, Michael? Pour partager, il faut cliquer sur le rectangle avec la flèche. C'est fait. Si vous, de votre côté, Parfait. vous voyez mon... Est-ce que tu peux mettre ta caméra, peut-être, si tu as? D'accord. Je vais d'abord arrêter le partage d'écran avant de mettre la vidéo. C'est pas grave, on va pas perdre de temps. Ah non, il faut remettre le partage d'écran. Non, c'est pas la peine, mais le partage d'écran, parce que de toute façon, on ne voyait rien sur la caméra. Donc on va y aller. Donc tu as une vingtaine de minutes et puis après on pourra poser des questions. Vas-y. Ok. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis Michael. Pardon, c'est 15 minutes. On m'a repris. C'est pas 20, c'est 15. D'accord. Je disais, je suis Michael Chironi, bougiquet, étudiant en thèse à l'université de Yaoundé 1. Mon exposé porte sur une approche basée sur les motifs graduels pour la recommandation dans un contexte de la consommation répétée. Le plan de ma présentation est le suivant. Nous allons démarrer par présenter le contexte dans lequel nous allons dégager la problématique qui est étudiée dans le domaine de la consommation répétée. Nous allons présenter par la suite quelques travaux de l'état de l'art qui traitent effectivement la consommation répétée. Puis nous allons nous positionner en définissant notre question de recherche et en proposant une approche de résolution du problème. Et avant de conclure, nous allons présenter quelques expérimentations. D'après les statistiques de la société américaine Digital Economic Compass de 2019, le volume de données générées dans le monde, le volume de données numériques générées dans le monde évolue de manière exponentielle. Face à cette prolifération, les utilisateurs vont donc se trouver dans l'incapacité d'accéder aux ressources qui correspondent à leurs goûts, leurs besoins et leurs moyens. Ce problème est connu sous le nom de surcharge d'informations et est le plus souvent résolu par les systèmes de recommandation. Un système de recommandation a pour but de fournir à un utilisateur spécifique des informations utiles apparaissant au bon moment, au bon endroit et sous une forme directement utilisable. On distingue, la littérature présente deux grandes classes de systèmes de recommandation. Systèmes de recommandation basés sur le contenu et les systèmes de recommandation basés sur le filtrage collaboratif. Ces systèmes de recommandation ont été conçus pour estimer la probabilité qu'un utilisateur sera intéressé par un item dont il n'a pas connaissance, sans toutefois tenir compte de l'aspect répétitif de la consommation de la grande quantité d'items, comme dans le cas du commerce en détail ou bien dans le cas de l'écoute de musique. Kapor, en 2015, part du constat que sur la base de données LACFM, 77% des interactions entre les utilisateurs et les items sont faites sur les items familiers et seulement 23% des interactions sont faites sur les items nouveaux. D'où se pose la question de savoir comment recommander à un moment donné à un utilisateur spécifique des items de son historique d'achat
qu'il est susceptible d'apprécier une fois de plus? Ou encore, quels sont les items qui pourront intéresser un utilisateur une fois de plus? Ce problème est connu sous le nom de la consommation répétée et a été étudié dans divers domaines et sous différents angles dans la littérature. Certains auteurs se sont intéressés à la compréhension du comportement de la consommation répétée, tandis que d'autres se sont intéressés à la modélisation proprement dite de la consommation répétée. C'est ainsi que Kapor et les collaborateurs partent du principe ou supposent que la consommation répétée est guidée par le comportement d'un utilisateur est guidé par deux effets psychologiques, la sensibilisation et l'ennui. Lui, par contre, va du principe que la qualité et la recence ne suffisent pas pour pouvoir modéliser comprendre le comportement de la consommation répétée. La recence ici étant définie le fait qu'un utilisateur a un antécédent avec un item ici pour produit, et la qualité du fait qu'un produit est attractif. Tieng dit également qu'il faut tenir compte des caractéristiques comportementales de l'utilisateur. Bagar est le premier auteur à avoir défini formellement la consommation répétée, dont ils définissent comme suit. Compte tenu de l'historique d'achat d'un utilisateur, y compris les achats répétés, comment estimer la probabilité qu'un utilisateur répète l'achat d'un produit en fonction du temps écoulé depuis le dernier achat de ce produit? Pour donc atteindre nos objectifs de modélisation proprement dit de la consommation répétée, ils vont se baser sur la loi de Poisson, gamma qu'ils vont appeler la loi de Poisson gamma modifiée. Wang et les collaborateurs, eux, vont se concentrer plutôt sur la construction d'un modèle unifié qui va recommander à la fois les systèmes déjà consommés et les systèmes inconnus, où les systèmes déjà consommés sont recommandés au bon moment et au bon moment à un utilisateur spécifique. Pour atteindre nos objectifs, ils vont donc ils vont proposer une approche basée sur le filtrage collaboratif et sur les processus à point. Nous faisons le constat que toutes ces approches se basent sur l'écart de consommation des utilisateurs pour pouvoir recommander, pour pouvoir prédire si un item sera un item à consommation répétée, sans toutefois tenir compte de la quantité ou bien de la grandeur numérique générée entre ces différentes itérations. Nous faisons également le constat que certains items sont consommés de manière saisonnière. Par exemple, si nous prenons le cas des sapins de Noël, qui sont des produits qui sont généralement recommandés au mois de novembre et de décembre, des périodes de fin d'année, il serait pour un système, il ne serait pas intéressant pour un système de recommander ce type de produit à un utilisateur au mois de janvier ou de mars, par exemple. D'où la notion de saisonnalité importante. Nous donnons définissons notre problème comme suit. Compte tenu donc, comment tenir compte des grandeurs numériques générées par les itérations entre les utilisateurs et les items pour recommander à un utilisateur donné et à un moment bien précis les items, y compris ceux de son historique, qu'il est susceptible de l'intéresser. Pour atteindre nos objectifs, nous nous sommes basés donc sur les motifs graduels. Le choix des motifs graduels est dû au fait que ces derniers permettent de modéliser les covariations complexes d'attributs de la forme plus ou moins X, plus ou moins Y, c'est-à-dire pour un utilisateur, on pourra connaître son intérêt croissant ou décroissant sur un groupe d'items. Nous définissons alors un motif graduel comme un ensemble non vide d'items graduels. Un item graduel étant tout simplement un couple constitué d'un attribut auquel on associe un sens de variation. Notre approche de résolution du problème est définie comme suit. Nous l'avons regroupé en deux grands modules. Le premier module qui va consister à extraire les items saisonniers et le second module qui va recommander à un utilisateur donné à un temps bien spécifique les items qui pourront l'intéresser. Donc, à partir de notre base de données initiale qui est constituée généralement d'utilisateurs, de temps et d'items, on va agréger les données on va transformer cette base de données en une base de données en deux dimensions qui
contient uniquement le temps et les items en faisant abstraction aux utilisateurs. Ici, on va considérer que tous les utilisateurs, on ne va pas tenir compte des liens entre les utilisateurs. Une fois qu'on a notre base de données numérique obtenue à 2 dimensions, nous allons donc introduire la notion de séquence et la notion de saison. Donc, nous allons diviser notre base de données en séquences et chaque séquence sera définie en saison. Puis, nous allons extraire les motifs graduels par saison de chaque séquence. Et pour déterminer si un motif graduel est fréquent, nous allons utiliser la notion de discriminant, on va introduire une notion de discriminant qui permet de déterminer à quel point un motif est fréquent dans une séquence, une séquence d'une saison. Une fois qu'on aura extrait nos motifs graduels saisonniers, nous allons nous intéresser uniquement aux items dans le sens de variation 3 pour pouvoir extraire les items recommandables. Maintenant, le module de recommandation, pour recommander en fait un item à un utilisateur, on va prendre un utilisateur en entrée et à un temps bien spécifique. On va calculer l'intérêt cumulé de l'utilisateur sur chaque item extrait à partir du module précédent, en fonction de la formule suivante qui consiste juste à récupérer le poids de chaque item dans la saison auquel on va pondérer l'intérêt que l'utilisateur a apporté à l'item par le passé. Puis, une fois qu'on a déterminé l'intérêt cumulé, on va donc classer les items en fonction d'intérêt cumulé par ordre décroissant et recommander à l'utilisateur T à la saison correspondante qu'on aura déterminée par la flèche étiquetée par le label par D. On va donc recommander les top N items à l'utilisateur. Illustrons notre approche d'extraction de motifs graduels par le schéma suivant. Nous considérons la table T1 qui est un exemple de division de notre base de données en saison et en séquence. Ici, nous avons 3 séquences, 2019, 2020, 2021, et chaque séquence est divisée en saison, comme nous l'avons dit plus haut, la saison S1 et la saison S2. Donc, l'idée est donc d'extraire les motifs graduels par saison de chaque séquence. Et c'est ça qui est défini par le tableau T5. Une fois donc qu'on a nos items extraits, nos motifs graduels extraits, nous allons par exemple prendre le cas de l'item plus I1, plus I2, plus I3. Cet item est extrait dans toutes les séquences de la saison S1 et il est extrait uniquement dans 2 séquences de la saison S2. Donc, nous dirons que cet item, ce motif graduel de temps pour moi, est saisonnier parce qu'il a un discriminant égal à 1 qui est juste calculé en fonction le nombre d'occurrences de l'item dans la séquence sur le nombre de séquences. Et nous voyons que ce motif apparaît 3 fois et nous avons 3 séquences, donc sa valeur est égale à 1. Donc, ce motif graduel sera saisonnier et il va appartenir à la saison S1. Au niveau des expérimentations, nous avons expérimenté notre approche sur un jeu de données du monde réel, un jeu de données constitué de 593 utilisateurs et le temps allant de 2012 à 2019 issu est constitué de 409 attributs. Les paramètres expérimentaux que nous avons utilisés, nous avons considéré le MinSup qui permet de déterminer à quel point un motif est fréquent dans une base de données et le MinDis qui permet de déterminer si un motif est saisonnier ou pas. Nous avons utilisé 2 scénarios ici. Le scénario one-to-one ici pour déterminer l'impact de la dernière consommation sur la prochaine consommation, comme l'a défini Wang dans son approche, quand il disait que la consommation d'un produit peut avoir un impact sur la prochaine consommation. Nous sommes donc proposés d'étudier cet impact. Puis le one-to-many, qui est plutôt l'impact de la précédente consommation sur la prochaine consommation. Les métriques utilisées ici, nous avons la précision, le rappel et la NDCG. Les résultats que nous avons obtenus sur la base de données taux opératoire montrent que nos résultats suivent en fait une loi de puissance, c'est-à-dire qu'elle est liée au support.
Quand le support augmente, la qualité de la recommandation diminue en termes de précision et en termes de rappel et de N2CG. Nous pouvons constater par la vue de la courbe, qui est une courbe monochrome décroissante. Et nous constatons également qu'au niveau du one-to-many, nous avons de meilleurs résultats que le one-to-one dans certains cas, et que le min-disque, où on a des meilleurs résultats, lorsqu'on suppose un min-disque de 0,5. Mais cela n'est pas le cas au niveau de la précision. Au niveau de la précision, nous avons un pic, soit lorsque le support est égal à 0,25 ou lorsque le support est égal à 0,3. Nous avons mené une étude comparative avec l'approche de l'état de la SLRC, celle de Wang, proposée en 2019. Nous avons ici considéré nos deux scénarios, le scénario one-to-one et le scénario one-to-many. Puis nous avons considéré deux cas, le cas où nous avons les meilleurs résultats, c'est-à-dire lorsque le support est faible, et le cas où, dans notre pire des cas, où le support est élevé. Nous constatons que lorsque l'on considère le meilleur des cas, lorsque le support est faible, nos résultats surpassent ceux de l'état de l'art. Mais lorsque on considère le pire des cas, c'est-à-dire lorsque le support est élevé, nos résultats dans certaines situations sont plus faibles que ceux de l'état de l'art. En guise de conclusion, il était question pour nous de pouvoir tenir compte des grandeurs numériques générées par les utilisateurs, les grandeurs numériques générées entre les interactions entre les utilisateurs et les systèmes pour pouvoir recommander à un moment donné à un utilisateur spécifique les systèmes qui sont susceptibles de l'intéresser. Nous avons pour cela utilisé les motifs graduels et nous avons mené quelques expérimentations sur une base de données. Et les résultats obtenus sont plutôt encourageants et sont compétitifs par rapport à l'approche de l'état de l'art. Les travaux futurs consistent à étendre notre approche que nous avons proposée, parce que dans notre approche, nous avons considéré que les utilisateurs, que tous les utilisateurs fassent partie d'un seul cluster. Donc, on n'a pas pris en compte les liens entre les utilisateurs. Il serait intéressant pour nous de tenir compte des liens entre les utilisateurs en leur regroupant en cluster, dans similarité, avant de recommander les systèmes. Et également, notre approche n'est pas efficace pour des grands volumes de données parce que nous sommes basés, notre algorithme que nous avons utilisé pour extraire les motifs graduels est basé sur le principe de générer et élaguer. Voici quelques références qui nous ont permis de mener à bien notre travail. Merci pour votre aimable attention. Merci pour ton exposé. Donc on va passer aux questions. Alors je vous rappelle que les gens qui sont à distance peuvent poser leurs questions via le chat. Et donc n'hésitez pas, hein, on les voit apparaître à l'écran, donc n'hésitez pas à les poser. Donc y a-t-il des questions ? Merci pour cette présentation. J'ai une question sur, si j'ai bien compris ton travail, tu te bases sur la fréquence ou bien la quantité des interactions des utilisateurs afin de produire des recommandations, en fait des interactions passées des utilisateurs sur les produits afin de produire des recommandations. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez considéré le cas des produits qui ne sont pas fréquemment achetés, comme par exemple des réfrigérateurs? Nous savons que pour quelqu'un qui achète un réfrigérateur, il faudra certainement un bon bout de temps, peut-être 1-2 ans, avant d'acheter également encore un réfrigérateur. Je me demande si vous avez pris en compte cet aspect-là. Oui, effectivement, nous avons pris en compte cet aspect. La notion de saisonnalité que nous avons introduite tient compte de cet aspect parce que pour pouvoir, nous définissons ici un motif graduel saisonnier comme étant un motif qui apparaît
dans la plupart des séquences. Les séquences ici étant définies comme dans notre cas, nous avons considéré des années où le motif peut apparaître. Donc, si un produit est consommé après 2 ans, il ne va pas apparaître comme un produit saisonnier dans notre contexte et on ne pourra pas l'extraire et on ne pourra pas le recommander à un utilisateur. Ok, et donc ça veut dire que les utilisateurs ont, en fait, les saisons peuvent être différentes d'un utilisateur à un autre, ou bien il y a plusieurs types de saisons? Non, les saisons sont plutôt, je vais dire, elles sont paramétrables et libre choix à l'expert et en fonction de la base de données de choisir comment est-ce qu'il peut définir ces saisons. Dans notre cas, sur le jeu de données que nous avons présenté, nous avons considéré les saisons du calendrier civil. Donc, on est parti des cas de 3 mois, de janvier à mars, puis de mars à juin, ainsi de suite. Voilà comment nous avons splitté. L'utilisateur est libre, je veux dire l'expert est libre de diviser en fonction du jeu de données utilisé. Okay. Juste une dernière, s'il vous plaît. Et si par exemple, moi, je recherche un réfrigérateur et pendant 2 mois, donc chaque jour, j'ai des interactions répétitives à la recherche d'un réfrigérateur, est-ce que le fait d'avoir beaucoup interagi avec ce type de produit va influencer sur la recommandation d'un nouveau réfrigérateur, même après que je l'ai acheté finalement? Non, ici nous considérons une interaction comme le fait de l'avoir acheté. Si vous consultez N fois, ce n'est pas pris en compte. Mais si vous l'achetez, vous pouvez consulter N fois, mais si vous achetez une fois, on va considérer que vous avez interagi avec le produit une seule fois. D'autres questions? Alors, moi, j'en aurais 2. Alors, qui est classique dans les systèmes de recommandation, c'est quelle est l'influence du système de recommandation? C'est-à-dire, est-ce que vous vous intéressez aussi aux conséquences de la recommandation, savoir que est-ce que la personne l'aurait acheté si vous ne l'aviez pas recommandé? Et deuxième point, c'est lorsque vous recommandez quelque chose et que la personne ne l'achète pas, est-ce que vous en tenez compte dans les itérations de votre algorithme? Est-ce que le fait que quelque part vous vous êtes trompé dans la recommandation, est-ce que ça peut intervenir? Donc il y a 2 questions qui sont sur les conséquences, mais qui sont un peu différentes. Je vais commencer par répondre par la deuxième question. C'est une problématique actuellement dans la littérature, le fait de tenir compte du feedback des utilisateurs. Parce qu'actuellement, il est difficile, premièrement, d'avoir le retour des utilisateurs après recommandation. Donc, il y a des approches qui traitent cette problématique, qui permettent donc de faire de manière, je vais dire, de donner un temps. On a recommandé un produit à un utilisateur, puis on récupère le feedback, puis on réentraîne le système pour pouvoir tenir compte de cela pour la prochaine recommandation. Mais dans notre contexte, ici, nous sommes plutôt intéressés à recommander des items dont les utilisateurs n'ont pas encore connaissance et recommander des items déjà consommés. Donc, dans notre contexte, nous ne prenons pas compte du retour utilisateur. Pour la première question qui concerne l'impact, si on recommande à un utilisateur un produit et si on ne l'avait pas recommandé, il ne devrait pas prendre, je dirais que non, nous n'avons pas étudié cette question. Je peux répondre comme ça. Nous n'avons pas étudié cette question. D'accord. Il y a d'autres questions? Bon, comme on est en train de prendre du retard, on va conclure on va arrêter cette présentation et on va passer à la suivante. Ah, mon écran s'est éteint. Donc mince, j'ai perdu ma page là. La présentation suivante est intitulée « Générer des explications contrefactuelles à l'aide d'un encodeur supervisé ». Et c'est Victor Guillaumard qui est dans la salle normalement. Voilà, donc c'est un article long, donc 20 minutes.
Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un article. Il est indispensable que le micro reste devant la bouche. Ok. Quand tu tournes la tête, il faut que le micro... Ok. Donc un article qui porte sur la génération d'explications contrefactuelles à l'aide d'un auto-encodeur supervisé. Alors, le contexte de cet article, c'est donc on suppose qu'on a un modèle de machine learning qui, pour un individu donné, nous donne en sortie un label. Et donc, on a une fonction fpred associée qui, pour un individu, nous donne une certaine prédiction. Ensuite, on va s'intéresser à l'explication qui est dite post-hoc. Alors, qu'est-ce qu'une explication post-hoc ? On suppose qu'on a un modèle de machine learning entraîné, donc qui nous donne notre fpred. Et une fois que ce modèle est entraîné, après, on va venir construire une explication à partir de ce modèle, en prenant en compte, donc, en utilisant cette fameuse fonction. Alors maintenant, je vais vous introduire ce qu'est une explication contrefactuelle dans le cadre d'un modèle de prédiction. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui ont entendu parler de contrefactuel dans le cadre causal, mais ce n'est pas du tout ça. Donc ici, un contrefactuel, donc, dans ce contexte-là, ça va être le plus petit changement de variable qui va nous permettre de changer de prédiction. Donc un exemple assez classique, c'est celui du crédit. Alors on suppose qu'on a un individu X0 qui a son crédit refusé, par exemple. Et donc le but, ça va être de trouver un exemple qui est proche, c'est-à-dire un autre individu, mais qui va nous permettre de changer de classe. Donc ici, un individu avec un crédit qui, lui, est accepté. Donc ça peut être, par exemple, le même individu, mais avec une augmentation d'un certain montant de son salaire. Et ça va constituer une explication. Et donc ça peut se traduire par trouver une certaine perturbation qu'on appelle delta, telle que la translation de notre exemple va nous donner notre contrefactuel. Alors, la plupart du temps, ces contrefactuels, on les trouve en optimisant une certaine fonction de coût. Et dans cette fonction de coût, il y a généralement deux termes. Donc, pour assurer la définition, on va vouloir être proche, donc au sens d'une certaine distance, et avoir une classe qui soit différente, donc encourager le contrefactuel à aller de l'autre côté de la frontière. Il y a plusieurs fonctions de coût qui existent parce qu'on peut ajouter tout un tas de propriétés pour faire en sorte que notre contrefactuel, pour répondre à certaines problématiques, mais ça c'est très dépendant du problème auquel on répond. Donc il n'y a pas vraiment de consensus en fait sur ce qu'est un bon contrefactuel, puisqu'encore une fois, ça va dépendre du cadre applicatif qu'on va regarder. Alors dans nos travaux, on est parti d'un article de Van Loveren et Janice Claeys, qui a été publié à ECML en 2021. Et donc, eux, dans cet article, ils proposent une certaine optimisation. Alors, dans cette fonction de coût, on va chercher un delta qui va constituer notre contrefactuel. Et ce delta, on le cherche pour un certain x0, donc pour un individu donné. Et donc, chacun des termes de cette fonction de coût va avoir une certaine utilité par rapport aux propriétés que l'on souhaite pour ce contrefactuel. Alors, je vais passer assez rapidement sur les deux premiers termes. Puisque, comme je l'ai dit précédemment, il faut assurer la définition. Donc on a un premier terme qui, lui, va encourager la classe du contrefactuel à être différente. Et un autre terme relatif, lui, à une distance pour faire en sorte qu'on soit proche de l'exemple de départ. Et souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a des contraintes, on va dire, de sparsité. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de contraindre, on va dire, la taille de l'explication. Puisque si on a énormément de variables, si on a une explication qui contient beaucoup de variables, ça ne va pas être très compréhensible pour la personne qui reçoit l'explication. Et donc les deux derniers termes, eux, ils sont un peu particuliers puisqu'ils sortent un peu du cadre de la définition. Alors ici, on va supposer qu'au préalable, on a appris un auto-encodeur,
Donc on a appris à reconstruire certains individus sur une base d'apprentissage, et on va utiliser cet auto-encodeur pour pénaliser l'erreur de reconstruction du contrefactuel. Donc, quelle est l'intuition derrière ça ? En fait, si on se base uniquement sur la définition, c'est-à-dire qu'on doit aller de l'autre côté de la frontière, ça peut arriver qu'on ait un exemple qui soit le même exemple, mais avec un léger bruit. Et ça, c'est pas très intéressant d'un point de vue utilisateur. Et donc, en pénalisant l'erreur de reconstruction, ça va faire en sorte de pénaliser les contrefactuels qui seraient trop en dehors de la distribution des données. Et donc là, on a un petit exemple sur MNIST, où on a donc l'exemple assez bruité qu'on voit, c'est si on utilise uniquement les deux premiers termes, et le 9, l'exemple qui est un 9, c'est en ajoutant ce terme de pénalisation. Et enfin, le dernier terme, lui, qui est aussi relatif à l'auto-encodeur. Donc là, l'intuition est un peu plus compliquée, mais je vais essayer de clarifier ça le mieux possible. Donc l'idée, c'est d'utiliser des prototypes dans un espace latent. Alors, l'intuition derrière, ça va être que le fait de guider la recherche du contrefactuel vers un prototype, ça va permettre d'avoir des exemples qui soient plus représentatifs de leur classe. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, un prototype, ça va être un exemple moyen dans l'espace latent d'une certaine classe. Et ensuite, on va guider le contrefactuel vers ce prototype. Et évidemment, le prototype est aussi d'une classe différente pour qu'on ait un contrefactuel. Alors, sur cette slide, on voit, donc c'est pour préciser un peu le rôle du prototype dans la génération du contrefactuel. Donc en bleu, on voit un exemple de MNIST qui est prédit comme un 5. En vert, on voit une proposition de contrefactuel qui est ce que l'on obtient si l'on n'utilise pas le terme relatif au prototype. Donc on a bien quelque chose qui ressemble à un chiffre, mais ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas être très représentatif de la classe prédite, puisque cet exemple ici est prédit comme un 6. Et en utilisant ce terme relatif au prototype, on voit qu'on obtient un exemple qui, lui, est un peu plus représentatif. Alors, ça, c'est la théorie, parce qu'en fait, quand on regarde un peu plus en détail et qu'on implémente, enfin qu'on reprend le code qui a été fait et qu'on regarde sur certains exemples, on voit que dans beaucoup de cas, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on obtient des exemples qui ne vont pas du tout être représentatifs de la prédiction du modèle. Et c'est ce qu'on a voulu résoudre comme problème. Alors, pour cela, on a proposé l'apprentissage d'un auto-encodeur supervisé. Donc, un auto-encodeur supervisé, c'est assez simple. Ça va être un auto-encodeur assez classique, sauf qu'on va rajouter d'autres couches pour apprendre aussi la prédiction. Ce qui fait qu'on a un modèle où on apprend à la fois à reconstruire un exemple et aussi la classe de cet exemple. Et cette architecture, après, elle est apprise à l'aide d'une fonction de perte, donc qui est une pondération de classification et de reconstruction. Donc on apprend ce gros modèle, et après on obtient la reconstruction de notre exemple et sa classe prédite. Donc l'intuition derrière, c'est que la supervision, ça va avoir des effets que je vais préciser après sur sur le contrefactuel et donc sur l'espace latent, ce qui fait que les contrefactuels vont être un peu différents. Alors, l'intuition derrière l'utilisation de l'auto-encodeur supervisé, c'est que ça va permettre d'organiser un espace latent suivant les classes. Et donc, si on revient à nos prototypes, vu que c'est des exemples moyens, ils vont être plus représentatifs de leur classe. Alors, rapidement, une petite illustration sur un espace latent de dimension 2, donc sur MNIST. Alors, ce qu'on voit tout à gauche, c'est sans la supervision, et à droite, c'est avec la supervision. Donc, les couleurs, ça correspond aux classes prédites, et en noir, ce que l'on observe, c'est les prototypes qui sont donc
les exemples moyens si on prend la totalité des clusters. Et donc on voit bien ce que je disais, c'est-à-dire que nos prototypes, qui sont ici nos exemples moyens, sont plus représentatifs. Et on a bien un clustering de l'espace latent, suivant les classes prédites. Donc on a expérimenté notre approche sur MNIST, on a pris 5000 exemples, et pour les différents hyperparamètres de la fonction de coût, donc on a gardé ceux de départ de l'article qui était proposé. On a choisi 3 métriques, qui sont le gain, le réalisme et l'actionnabilité. Alors le gain, ça va être une différence de probabilité de prédiction. Donc on regarde la prédiction du contrefactuel pour la classe du contrefactuel, et on la soustrait à la probabilité prédite de l'exemple, toujours pour la classe du contrefactuel. Et donc ce qu'on intuite un peu, c'est que plus le gain est élevé, plus on va avoir de confiance sur la classe du contrefactuel. Et ensuite, on a le réalisme, qui lui est l'erreur de reconstruction du contrefactuel par un auto-encodeur, et l'actionnabilité, qui va mesurer, on va dire, la sparsité de la perturbation, c'est-à-dire si l'explication est plus ou moins interprétable. Alors là, on voit les résultats sur notre approche. Donc baseline, c'est l'approche où on utilise un simple auto-encodeur, et supervised auto-encodeur, c'est avec l'auto-encodeur supervisé. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, on a un gain de prédiction qui est beaucoup plus élevé, un réalisme qui est à peu près équivalent, et une actionnabilité qui, elle, est beaucoup plus forte. Donc comme je disais précédemment, le fait qu'on ait un gain plus élevé, ça peut se traduire par une confiance plus importante dans la prédiction du contrefactuel. Et le fait qu'on ait une actionnabilité plus grande, ça veut dire qu'on va venir modifier plus de features. Alors, donc ici, on a un petit exemple assez visuel pour voir pour comparer les deux méthodes, on va dire. Donc sur la première colonne, c'est nos exemples. Ensuite, on a nos contrefactuels avec notre méthode, donc l'auto-encodeur supervisé, et la baseline. Donc la première ligne, ça, on l'a déjà vu, on a bien vu que la baseline on n'arrivait pas à obtenir un contrefactuel qui soit vraiment représentatif de la classe, chose que l'on arrive à obtenir avec l'auto-encodeur supervisé. Et ensuite, on a deux autres cas. Donc là, avec le 9, ça fonctionne assez bien, mais on voit que ce n'est pas non plus parfait, puisque même si on modifie plus de pixels, dans le cadre de l'exemple qui est un 2, bon, on obtient un 1, mais ce n'est pas non plus très représentatif. Et donc, c'est bien ce qu'on voyait précédemment, c'est-à-dire que le gain est plus élevé parce qu'on est plus représentatif d'une certaine classe, mais on voit bien qu'on modifie plus de pixels, d'où l'actionnabilité qui était plus forte. Alors, en conclusion, donc, on a montré que l'utilisation d'un auto-encodeur supervisé pouvait permettre d'obtenir des contrefactuels plus représentatifs de leur classe, et que cet auto-encodeur supervisé permettait d'avoir un espace latent qui avait une certaine structure et où les classes étaient organisées d'une certaine façon. On a évalué cette approche sur le dataset MNIST. On obtient donc un meilleur gain de prédiction et une actionnabilité plus faible. Et on a aussi évalué cette méthode sur d'autres jeux de données, typiquement des données tabulaires. Donc pour l'instant, c'est un jeu de données assez simple, donc généré avec MakeBlobs, donc avec des gaussiennes. Mais même sur un jeu de données de ce type-là, donc tabulaire, on obtient quand même des améliorations en termes de gain de prédiction et d'actionnabilité. Donc ce qui resterait à faire, c'est de consolider un peu ces résultats sur d'autres jeux de données. Merci. Merci d'avoir tenu les temps déjà. Alors, je pense que les questions vont être nombreuses. Je ne sais pas pourquoi. Mon intuition. Non, elle était avant toi.
Merci pour votre exposé. Je me posais effectivement, en termes de classification, ok, on gagne. Par contre, en termes d'explicabilité, eh bien, les explications, on ajoute peut-être trop de features si on n'est pas justement sur l'histoire du changement minimal à introduire pour le basculer dans l'autre classe. On voit bien cette dualité que vous avez dans votre travail. Compte tenu de cette dualité, vous travaillez avec un seul représentant par classe. Je me posais la question si l'introduction de plusieurs représentants de la classe pourrait vous aider justement à un petit peu affiner sur cette dualité. Oui, alors c'est une très bonne question. Donc c'est vrai que quand on définit en fait un prototype, bon, on considère qu'il y a un seul prototype par classe, mais il y a quand même un contrôle sur le nombre d'exemples qu'on va choisir pour ce prototype, qui est géré avec un hyperparamètre. Donc on a quand même testé pour différentes valeurs d'hyperparamètres. On a vu qu'on était toujours meilleur par rapport à l'approche précédente. Mais oui, en effet, on pourrait considérer en fait plusieurs prototypes, mais ce qui fait qu'on aurait plusieurs contrefactuels et après on pourrait choisir celui qu'on souhaite. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on veut regarder et de ce qu'on veut faire du contrefactuel. Donc si on a des approches où le contrefactuel sert après pour un utilisateur pour prendre une certaine décision, si on est trop près de la frontière, ça ne va pas être très intéressant. Mais si on veut débugger un modèle ou des choses de ce type-là, oui, c'est plus ce qu'on cherche. Et c'est vrai que ça se rapproche aussi, pour ceux qui connaissent, des attaques adverses, en fait, ce genre de problématique. Alors, je suis ennuyée parce que Christine a pris... Oui, je suis ennuyée parce que Christine a pris mes 2 questions, donc je vais essayer de les poser un peu différemment. J'ai l'impression, dans l'exemple que vous avez montré avant, effectivement, que le 6 qui est pris avec votre méthode ressemble plutôt au prototype de la classe qu'à effectivement un exemple proche du 3 qui pourrait expliquer son classement. Et donc, du coup, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de paramétrage entre les différents critères que vous utilisez qui fait que finalement le prototype l'emporte plus que la distance avec l'exemple initial? Alors, oui, il y a ça aussi parce que vu qu'on a une fonction de coût avec plein de termes, il y a toujours un équilibre à régler entre ces différents termes. Et donc, les pondérations qui sont choisies ont bien un rôle sur le contrefactuel qu'on obtiendra. Et pour avoir des contrefactuels différents et pour essayer de voir ce qui se passe, il faudrait faire plus varier ces hyperparamètres-là pour voir ce qu'on obtiendrait. Ouais. Je ne peux pas vraiment en dire plus. J'avais une deuxième question avant que le chair me prenne le micro. Ma deuxième question était comme Christine. On voit que quand vous apprenez dans l'espace latent, le prototype que vous prenez, en fait, les clusters, enfin les classes que vous avez ne sont pas du tout sphériques et que le prototype finalement central n'est pas vraiment central. Donc est-ce que vous pourriez pas faire par exemple un pavage des classes pour avoir un ensemble de prototypes? Si, c'est possible de faire ça. Mais ça veut dire aussi que pour chaque contrefactuel qu'on génère, ce serait un peu plus coûteux. Il faudrait faire un choix sur le prototype en fonction de chaque contrefactuel. Mais ça me paraît possible. Merci pour la présentation. J'ai une petite question qui est plus sur le côté à qui est destinée la contrefactuelle. Au début de la présentation, l'exemple, c'était la demande de crédit. Donc, si je suis une personne qui demande un crédit, l'explication que j'aurais, c'est plus voici le profil d'une autre personne et voici ce qui a été à peu près changé. Dans ce cas-là, en fait, on considère tous les attributs de la personne pour la prédiction, est-ce qu'elle aura un crédit ou non. Mais dans l'explication, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une explication qui se concentre uniquement sur certains paramètres, de manière à ce que s'il y a des paramètres qui soit ne respectent pas la confidentialité ou des paramètres qui ne peuvent pas être changés, typiquement
je sais pas, vous êtes l'âge par exemple, vous êtes trop vieux pour un crédit, je ne peux pas me rajeunir pour avoir ce crédit. Donc en fait, comme je travaille sur des choses à peu près similaires, j'aimerais savoir si le modèle que tu as pourrait s'adapter en différenciant les paramètres, les attributs qui ont été choisis pour la prédiction de ceux qui seront utilisés pour l'explication. Donc est-ce que la contrefactuelle peut s'appuyer uniquement sur certains attributs? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors pas directement, c'est pas directement applicable à mon modèle, mais en effet, c'est des contraintes qui sont assez importantes dans les contrefactuels. Donc il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'avoir des variables qui sont dites actionnables, c'est-à-dire sur lesquelles on peut jouer. Donc il y a certaines variables qui ne bougeront pas pour des raisons évidentes. Et il y a aussi tout ce qui est lié aux corrélations, en fait, parce que comme c'était dit, l'âge peut évoluer, on peut vieillir, mais ça va être difficile de rajeunir. Et du coup, on doit évoluer dans ce sens-là, mais c'est vraiment d'autres travaux, en fait. Alors après, peut-être qu'en ayant un masque sur la perturbation, on puisse un peu gérer ça dans la fonction de coût, mais pas directement. Et juste un petit détail, du coup, le fait qu'on ait un changement d'attribut, ça peut être aussi, ça peut être d'abord parce qu'on ne peut pas changer certains attributs, mais aussi parce que le destinataire de l'explication peut changer entre soit c'est un utilisateur, soit c'est l'administrateur du système. Du coup, il a une plus grande visibilité sur le système. Oui, ça dépend aussi à qui on s'adresse. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de générer aussi plusieurs contrefactuels pour avoir différentes solutions. Voilà, vous en parlerez au café, désolé. Et donc, il nous en reste un dernier, ou une dernière, je ne sais pas, mon écran s'est éteint, donc le temps que je le rallume. Oui, pardon. C'est une visio, c'est ça, le dernier? D'accord. Donc, c'est vrai, on aurait pu te laisser répondre pendant qu'on mettait en place le truc, désolé. Youssef, oui, je suis là. Tu peux partager ton écran, s'il te plaît? C'est parfait, merci. C'est bon? C'est parfait. Donc vous avez le titre ici, découverte de sous-groupes de prédiction interprétables pour le triage d'incidents. Donc tu as 10 minutes, merci. Bonjour à tous. Juste désolé. Non mais c'était bien, ne change rien, ça marchait. Remets-toi en plein écran, sinon on voit tout petit, nous. Oui, c'est juste. Je monte en 2 fois. J'ai pas compris. Ah, voilà, c'est bon, vas-y. Alors, bonjour à tous. Je suis Youssef Remil, doctorant en 2e année de TSIF avec le laboratoire LIRIS de l'Université et la société Incologie, qui est un éditeur et intégrateur des solutions ERP dans le secteur agroalimentaire. Donc, je vais vous présenter notre papier publié à la conférence DSA 2021. Et à travers ce papier, nous avons cherché à expliquer les décisions d'un modèle black box qui trie les incidents signalés à partir de notre système logiciel, tout en abordant le problème de la complexité d'explication des modèles locaux. Donc cela en suggérant une méthode originale qui est basée sur la découverte de sous-groupes, ou subgroup discovery, pour catégoriser les incidents qui partagent une explication plus ou moins similaire. Donc, avant de creuser dans le détail de l'approche, nous devons comprendre c'est quoi le processus de triage d'incidents. En effet, peu importe le degré de fiabilité d'un système logiciel, son utilisation entraînera toujours des dysfonctionnements, dus à diverses raisons. Donc, une fois l'incident est signalé par l'utilisateur, les ingénieurs d'astreinte procèdent à la création d'un ticket pour cet incident. Ensuite, le modèle de triage d'incidents consiste à déterminer automatiquement et rapidement le service responsable pour la résolution de l'incident.
Donc, ce modèle, généralement prédit grâce à l'information textuelle qui décrit l'incident, ainsi aussi que les métadonnées associées à l'incident. Et en prod, ce modèle est entraîné sur une base de données d'incidents historiques et qui est mis à jour lorsqu'un nouvel incident est créé. D'un autre côté, on voit que les algorithmes de machine learning construisent des modèles prédictifs à partir d'un ensemble de données via une phase d'apprentissage dont le but, mathématiquement parlant, est d'optimiser une fonction de perte. Donc, les meilleurs de ces modèles, par contre, sont généralement des modèles black box, puisqu'ils cachent leur mécanisme de prise de décision. Spécifiquement pour notre cas, les données sont brutes et donc elles peuvent fortement contenir du biais. Ou même le modèle peut ne pas être entraîné très efficacement, même si les métriques d'évaluation objective peuvent indiquer vraiment le contraire. Donc cela peut induire à des résultats très erronés. Et là, ce manque de transparence va limiter l'utilisation de notre modèle en production. Donc, dans le processus de triage d'incidents, on a besoin de comprendre pourquoi un service a été prédit au lieu d'un autre, mais aussi on a besoin de faire confiance, de pouvoir faire confiance au modèle. Donc, en s'appuyant dans un premier lieu sur le surveil de Guidotti sur la catégorisation des techniques d'explicabilité, on catégorise les méthodes d'explication des black box en deux grandes familles. Donc, certaines méthodes cherchent à expliquer globalement la logique interne du black box, tandis que d'autres fournissent des explications locales pour des prédictions individuelles. Donc, les explications globales sont généralement extraites à partir d'une phase d'apprentissage d'un modèle potentiellement interprétable comme un arbre de décision ou des règles de décision. Par contre, le problème, c'est qu'il est souvent pas possible de capturer toute la logique d'un black box par un seul modèle interprétable, surtout s'il est extrêmement complexe. Donc, les travaux récents se concentre beaucoup plus sur les explications locales qui interprètent chaque prédiction individuellement, mais aussi localement. Donc, c'est juste sur un voisinage local qui est échantillonné. Cependant, lorsque le nombre de prédictions à expliquer est très large, il devient aussi fastidieux d'analyser individuellement ces explications. Donc, chaque technique où chaque approche, ou chaque famille d'approches a ses propres avantages et inconvénients. Donc, dans ce papier, nous proposons de tacler ce problème en regroupant les prédictions locales qui supportent une explication similaire en sous-groupes de façon à ce que chaque sous-groupe est associé à une seule explication valable pour tous les incidents qu'il contient, mais aussi le sous-groupe doit être défini par un pattern ou une description qui le caractérise parmi les autres sous-groupes. Donc, évidemment, on ne peut pas se rediriger vers le clustering puisqu'il ne permet pas d'identifier la nature des incidents qui vont se retrouver dans le même cluster. Donc, la solution est de se tourner vers le subgroupe discovery. Donc, cette figure illustre les étapes du framework implémenté pour cet objectif que nous allons détailler par la suite. Donc, on commence par le pré-traitement des données. On sait que les rapports d'incidents sont décrits généralement par des utilisateurs simples, donc ils sont décrits en français, et elles sont beaucoup plus susceptibles à contenir des fautes, on va dire des fautes grammaticales ou des fautes d'orthographe. En plus, certains termes de la même famille doivent avoir le même encodage. Par exemple, quelqu'un qui écrit ralentir et l'autre qui écrit ralentissement. Donc, pour cela, on commence par l'identification des termes. Ensuite, on procède à la suppression des caractères spéciaux, les mots spéciaux, les termes contenant moins de 3 caractères. Donc, c'est un choix.
On effectue après la procédure de stemming et lemmatization. Donc, c'est une procédure très commune en NLP. Donc là, par exemple, le ralentissement, on le transforme en ralentir. Ralentir, on le garde en ralentir, etc. Finalement, on calcule le rapport TF-IDF des termes qui restent. Pourquoi? Pour pondérer selon le pouvoir discriminant de ces termes. Par exemple, si le terme client apparaît dans la plupart des incidents, donc il n'est pas pertinent. Ou par exemple, un terme qui peut se retrouver dans des incidents traités par plusieurs services. Donc, il n'est pas discriminant par service. Donc, comme le montre cet exemple de référence, chaque incident est représenté par une ligne dans notre jeu de données avec le TF-IDF des termes discriminants pour la prédiction. Les variables d'environnement qui décrivent l'environnement dans lequel l'incident se produit. Et nous intégrons également les alertes remontées au moment de l'incident. Donc, ça, c'est aussi pour contextualiser les alertes, les incidents. Et enfin, les métriques de performance qui décrivent aussi le comportement de plusieurs composants de notre ERP. Donc, le but est de prédire pour chaque incident l'équipe responsable qui est censée s'en occuper. Enfin, afin de bien imiter le black box, nous exploitons une information plus précise et plus fine que la prédiction du black box. C'est-à-dire, on ne prend pas juste l'étiquette ou le label du black box. On prend plutôt la probabilité que chaque service se charge de l'incident, c'est-à-dire l'implication du service dans l'incident, au lieu de prendre uniquement l'étiquette qui correspond finalement qu'au service le plus probable. Donc nous, on prend tout avec leur probabilité. Donc les modèles locaux, comme indiqué dans ce tableau, fournissent pour chaque incident son modèle interprétable bien spécifique qui explique la prédiction. Nous, en appliquant la découverte de sous-groupes, par exemple, dans cet exemple trivial, on réduit le nombre d'explications de 7 à 3 en regroupant les incidents ayant des explications plus ou moins similaires en sous-groupes qui sont aussi contextualisés, c'est-à-dire qui sont décrits par un motif. Donc, on formalise le problème comme suit. Étant donné un ensemble de données qu'on désire expliquer, un black box et un threshold sur le nombre de sous-groupes ou bien le nombre d'explications, c'est la même chose. Donc, on cherche à trouver un subgroup set avec donc un ensemble de sous-groupes avec leur modèle associé de façon à ce que le nombre de sous-groupes ne dépasse pas le cas. Et les sous-groupes couvrent tout l'ensemble de données, mais aussi la loss, quand la loss entre, donc la fonction de perte entre la prédiction du black box et la prédiction du white box, du modèle interprétable de sous-groupe, est minimisée. Donc là, pour chaque objet du sous-groupe, on prend pour chaque objet généré dans le voisinage et pour chaque classe aussi. Donc, bien évidemment que le problème de regroupement des explications dans ce cas est un peu difficile puisqu'on a 2 à la puissance n combinaisons. Donc, nous avons opté pour une stratégie heuristique qui a empiriquement montré son efficacité dans l'étude que nous avons menée. Au début, on commence par la génération d'un voisinage local pour chaque objet pour entraîner les modèles locaux. Donc, ceci est réalisé avec l'échantillonnage des valeurs, un échantillonnage des valeurs qui sont issues d'une distribution normale multivariée. Donc, elle prend en paramètre l'objet en question, mais aussi la matrice de variance-covariance qui est réduite à la localité de l'objet. Pourquoi? Parce que cela... Il te reste une minute. Hein. Une minute. Donc, cela va permettre de maintenir une corrélation entre les différentes variables utilisées pour la prédiction. Après, à chaque itération, nous cherchons les nouveaux sous-groupes calculés, en cherchant pour les nouveaux sous-groupes calculés le meilleur split qui va minimiser la loss entre les prédictions du black box et le white box, c'est-à-dire la combinaison optimale valeur attribuée. Enfin, une fois le meilleur split est appliqué, nous mettons à jour le subgroup set et l'ensemble des modèles interprétables, comme le montre par exemple
ici, où les prédictions du black box peuvent être parfaitement approximées avec 3 modèles de régression linéaire. Donc, dans nos expérimentations, nous avons évalué d'abord si la méthode identifier des sous-groupes dont les modèles associés imitent bien les prédictions du black box. Nous avons utilisé l'erreur MSE entre les prédictions du black box et celles du white box. On remarque que lorsque le nombre de sous-groupes augmente, le MSE devient brusquement plus petit et le gain a été réalisé avec un petit nombre de sous-groupes sur donc 25 sous-groupes sur 2000 incidents. Donc, au lieu d'utiliser 2000 explications, on utilise juste 25. Dans une deuxième analyse, à partir des modèles de sous-groupes, nous avons tiré des explications interprétables qui ont aidé les ingénieurs à comprendre la raison derrière telle ou telle prédiction. Donc là, par exemple, pour la prédiction du service vente pour le premier sous-groupe qui est à gauche, on voit qu'il y a des termes les plus corrélés avec la classe, qui est par exemple emballage des commandes, création, validation. Tandis que par exemple pour la figure à droite, il y a le service technique, on trouve des termes comme session, fonctionnalité, blocage, etc. Donc en résumé, dans cet article, nous avons implémenté un black box pour le triage d'incidents qui a prouvé son efficacité. Ensuite, nous avons implémenté cette approche de subgroup discovery pour regrouper les explications similaires. Et nous avons évalué cette approche sur 170 000 incidents sur une période de 7 ans, avec une distribution évidemment très équilibrée entre les services. Et nous avons publié aussi notre code source sur GitHub. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, c'est tout bien. Ben, je te remercie. Donc, y a-t-il une ou deux questions? C'est toujours embêtant de passer le dernier quand on est en retard. Oui. Moi, j'en avais une très rapide. Ça a été mis en production. Est-ce que vous avez des effets? Vous avez déjà remarqué des résultats? Et est-ce que c'est en production? Je n'ai pas très bien compris ça. Oui, pour le moment, on est toujours en train d'améliorer le modèle en production, donc c'est pas encore mis en prod à 100%. Mais voilà, on est dans cette direction. Mais est-ce que le modèle sera incrémental? C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes trompé de prédiction, il faut tout recommencer? Ou est-ce que vous dites, ben, tant pis, j'ai un taux d'erreur? Ou est-ce qu'on pourra améliorer le système? Parce qu'on sait très bien que dans les entreprises, on ne peut pas arrêter les systèmes comme ça pour réapprendre à zéro. Est-ce que ça sera un modèle incrémental ou pas? Oui, en fait, au début, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'entraîner en mode offline, donc avec les données des clients. On va quand même s'assurer que le modèle fonctionne bien. On va quand même s'assurer toujours en offline que l'explication fonctionne bien, c'est-à-dire que le modèle est bon. Dans ce cas-là, oui, on va le mettre sur prod. Après, si on va constater qu'il y a un problème, ben, c'est toujours faisable de le réentraîner ou de... Donc il ne sera pas incrémental. Mais ce n'est pas grave, hein, c'était une question, hein, ce n'est pas une obligation. OK. Bon, écoute, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on est